je suis un ancien du ministère de l'Agriculture. J'ai pris ma retraite, ça fait déjà 6 ans, si je compte bien. Je suis toujours assez actif, là. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé longtemps dans les abeilles environ jusqu'à l'an 2000 presque, là, de 1999. J'ai travaillé au CRESAT, au centre de recherche. C'était pas ce nom-là à l'époque. C'était vraiment le ministère de l'Agriculture. Et puis, à un moment donné, c'était l'IRDA. Et puis, par la suite, ben là, j'ai été toujours au ministère de l'Agriculture, mais comme ingénieur au niveau de la direction de la capitale nationale, où je m'occupais de différents dossiers en agriculture. Mais j'ai toujours été en lien avec l'apiculture. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, même à la retraite, j'ai des fois des appels d'apiculteurs qui ont comme un besoin d'agrandissement, changement, chambre d'hivernage, chambre de conditionnement, etc. Fait que je me prête volontiers ces dossiers-là que j'ai toujours aimé faire. Fait que c'est un peu pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. OK. Donc, on va y aller, on va commencer tranquillement. J'ai quand même passablement de matériel, mais on va essayer d'être concis le plus possible, là. Donc, le titre de ma présentation, c'est hivernage des colonies d'abeilles, comportement et hivernage. Pourquoi comportement? Parce que c'est important de comprendre le comportement pour être capable de faire un bon hivernage. On a beaucoup de choses à prendre en considération là, pour faire une bonne qualité d'hivernage. L'ordre de présentation, mais c'est un peu celle-ci. On va parler un peu de l'état de la situation au niveau des statistiques, si on peut dire. Le comportement en hiver des abeilles, comment ça se comporte. Ça nous amène à parler du bien-être. En fait, même dans les productions animales, on est au courant un peu c'est quoi le bien-être des vaches, des porcs, etc. Puis les bâtiments ont été adaptés en fonction de leur bien-être. Mais les abeilles aussi, ils ont un bien-être. Et puis c'est ce qui nous amène à parler de ce point-là. Et le nœud de mon développement, ça va être beaucoup plus l'hivernage intérieur, c'est-à-dire on va parler vraiment du bâtiment, l'isolation, la lumière ou le contrôle de lumière, la ventilation, la circulation de l'air, la réfrigération, le chauffage et le contrôle de tout ça. Donc, c'est vraiment le nœud de développement de ma présentation. Je vais vous présenter une couple d'exemples. Peut-être que dans les questions à la fin, peut-être qu'on pourra en jaser davantage. Et un petit peu d'aspect économique et conclusion, là, voir est-ce que c'est rentable de faire c'est une grosse dépense, ça, on va le voir, mais quand même, est-ce que c'est rentable de le faire? C'est qu'on va essayer d'en discuter un peu. Je ne suis pas un agroéconomiste, mais je vais vous présenter un petit peu ma vision par rapport à ça. OK. Au niveau des statistiques, bon, moi, j'étais un peu déçu là, de voir ces graphiques-là. En fait, c'est issu du réseau. En fait, le rapport annuel que les vétérinaires du MAPAC font au niveau des statistiques, au niveau de la mortalité hivernale de chaque année. Regardez, on a des stats là, qui partent de 2007 jusqu'à 2023. C'est toujours très élevé. Moi, je reste surpris de ça quasiment chaque année, puis particulièrement peut-être là, on a eu un 2022 qui était épouvantable. Moi, j'avais vécu la 2004 qui n'est pas illustrée ici, qui était un histogramme aussi élevé que celui-là. On avait perdu 50% des colonies à ce moment-là, mais on n'était pas, on était capable d'hiverner à des taux de 15-20% assez facilement, aller jusqu'à cette époque-là, en 2004. Puis là, on dirait que depuis ce temps-là, ben, on a toujours resté là, entre 15 et 20%, c'est presque tout le temps une répétition. En histogramme, ce que vous voyez, c'est les statistiques canadiennes avec le graphique, par contre, la courbe, ça, c'est les rendements du Québec. Je vous dirais, on est bien semblables. On pourrait peut-être se dire entre nous autres que quand on se compare, on peut se consoler, là. On est des fois un petit peu plus bas. Regardez comme ces années-là. C'est pas pire. 21 versus 25, 21 versus 23, 23 versus 30. Mais ça a été épouvantable en 2022. Ça a été la pire année pour le Québec.
puis ça a été plus élevé qu'au Canada, donc 46% plutôt que environ 50% au niveau, c'est-à-dire 46% Canada, puis nous, je pense que c'était tout près de 50%. Bon, ça nous amène à, peut-être, ça m'amène à comparer, moi, puis moi, ça m'a toujours, j'ai toujours voulu vérifier un peu, est-ce qu'il y en a une différence de rendement entre l'hivernage extérieur et l'hivernage intérieur? Moi, j'avais toujours considéré qu'on avait à peu près 4-5% de mieux de réussite à l'hivernage intérieur. Mais si on prend les 1, 2, 3, 4, les 6 dernières années, ben, c'est encore l'intérieur qui l'emporte un peu, avec seulement 28,3% de moyenne. C'est sûr qu'on a une année qui nous a fait excessivement mal ici, là. Alors que, règle générale, c'est comme d'habitude, on a 4-5% de mieux au niveau de l'hivernage intérieur. Bon, mais en 2022, ça a fait baisser vraiment la moyenne. Donc, en gros, on peut dire qu'on a à peu près 2,3% de mieux en faisant l'hivernage intérieur que de faire de l'hivernage à l'extérieur. Ça, c'est pour les taux de survie. Bon, on va passer à l'aspect comportement en hivernage des colonies d'abeilles. Le comportement, ben, c'est-à-dire, c'est un insecte. Ce qui est un peu particulier. C'est pas un mammifère, donc c'est un insecte quand on l'évalue sur une base individuelle, ben l'abeille seule, c'est ce qu'on appelle, en termes de métabolisme, là, un poïkilotherme. Qu'est-ce que ça veut dire un poïkilotherme? C'est que c'est un individu, c'est comme des reptiles, ça suit un peu la température ambiante de l'environnement où ils sont. Fait que dans le fond, aussi, vous avez une courbe à côté là, qui montre, si c'était un poïkilotherme parfait, ben, quand il fait 20, ben, l'animal sera à 20. Bon, mais c'est pas tout à fait ça. C'est que, règle générale, les abeilles maintiennent un 2 degrés Celsius au niveau de leur thorax, toujours supérieur à la température de l'environnement. Il y a un petit, mais il s'ajuste constamment avec la température. Si la température monte, la température corporelle va aussi augmenter. Donc, ça, c'est la particularité d'un poïkilotherme. Par contre, il y a des limites à tout ça. La survie de l'abeille en tant qu'individu, quand elle est isolée, elle ne survivra pas plus qu'une demi-heure à 6 degrés C. Et puis, elle va mourir aussi à 49 degrés C, c'est son point ultime. Donc, en gros, on voit ici qu'elle a des réserves. L'abeille, elle pèse à peu près 80-90 mg à vide. Puis quand elle est chargée de sucre, quand elle butine, elle peut revenir avec une charge de 40 mg. Donc, elle va revenir à quasiment 120 mg de poids à la ruche. Mais elle peut aussi se gaver, être dans la ruche, puis avoir une réserve dans son jabot, qui est de l'ordre de jusqu'à 40, c'est rarement 40 mg, je pense, en hivernage, là, mais ça pourrait monter jusqu'à 40. L'abeille en grappe, c'est un autre comportement. C'est plus un poïkilotherme, ça devient un organisme qui se comporte comme un homéotherme, comme nous autres les humains. Nous autres les humains, on veut maintenir une température corporelle de 37. Et ça va mal quand les températures internes varient. Ça, c'est particulier à l'humain. Dans le cas des abeilles, ça pourrait aller mal aussi si ils se dégrappaient. Donc, l'avantage, c'est qu'ils se grappent. Puis ils sont capables de maintenir une température. Il y a comme une constante dans une sphère d'abeilles, c'est qu'ils se tournent toute la tête, la couche externe, c'est toutes les abeilles sont tournées vers l'intérieur, avec le thorax vers l'intérieur. Si on plaçait un thermocouple au niveau de leur thorax, la dernière couche d'abeilles, de la grappe d'abeilles, est toujours à peu près à 8 degrés C. C'est comme ça qui est l'homéothermie de l'abeille en grappe. Donc, c'est un peu particulier comme comportement. Fait que quand la température baisse, ben, on dit que de 19 à 14 degrés Celsius dans la ruche, les abeilles, à ce moment-là, commencent à s'agglomérer en mini-grappes. Et puis, à 10 degrés, la grappe unique, telle qu'on la voit en hivernage, elle est formée. Donc, ça devient qu'une belle grappe sphérique avec une plus grosse production en plein centre de tout ça. Qui va s'ajuster. Le cœur ici va toujours s'ajuster en fonction de l'environnement. Donc, si on a un environnement qui s'approche de température du 5 degrés, ben ça va être
moins élevé dans le cœur pour être capable de toujours générer notre fameux 8 degrés en périphérie. Puis inversement, si la température devient très froide, bien là, à ce moment-là, le cœur ici va devenir plus chaud, il va y avoir plus de superficie à la de grande chaleur, et on va toujours s'assurer que les abeilles en périphérie, on ait toujours notre fameux 8 degrés Celsius. Ça, c'est une particularité de l'abeille en termes de grappe, en termes de comportement. Donc, c'est ça. On voit ici une photo infrarouge, une caméra qui est capable de voir un peu où est positionnée la grappe à l'intérieur. Fait qu'on voit un peu l'image que ça pourrait donner en caméra thermique. Bon, qu'est-ce qui se passe dans nos chambres d'hivernage? Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos abeilles? C'est assez simple, là, c'est qu'ils bouffent du sucre. Il y a carrément une réaction chimique qui se passe durant tout l'hiver. Ils font simplement prendre du sucre, ça lui prend de l'oxygène, puis quand ils ont ça, ben, ils sont capables de produire une bonne chaleur pour suffire à la contrainte de température, puis ils vont produire du CO2, puis de l'eau. Fait que, dans le fond, à l'heure, là, c'est 4 grammes de sucre sec que va prendre une ruche. Elle va avoir besoin de 3 grammes d'oxygène, puis elle va vous produire du CO2, 2,3 grammes, puis qui a un bon volume d'eau, 4 grammes, autant qu'il y a du sucre. Sur une base annuelle, ben, c'est plus sûr, sur 150 jours d'hivernement. Ça veut dire qu'une ruche, ben, elle a besoin, pour être capable pour produire cette chaleur-là, puis elle a besoin d'un environnement où il va y avoir de la ventilation pour assurer l'approvisionnement en O2, en oxygène, puis éliminer le CO2 et la vapeur d'eau. C'est important de l'éliminer. Donc, ça va se faire dans une chambre d'hivernage où on a la bonne ventilation pour pouvoir le faire. Donc, on a besoin de ventilation, réfrigération et chauffage. J'amène l'élément réfrigération-chauffage parce qu'on peut être en déficit de chaleur à un moment donné, mais on va souvent aussi être on va se produire trop de chaleur dans la chambre d'hivernage. Et puis, il faut contrer aussi ce qui se passe à l'extérieur. Mais alors, on va avoir besoin de réfrigération. Bon, chaleur et respiration, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde c'est pas constant une colonie. Il y a une population qui est variable dans le temps et le couvain est variable dans le temps. Puis on sait que quand on rentre les ruches en hivernage, il y a, à un moment donné, on passe dans un stade en plein mois de décembre, janvier, que le couvain à l'intérieur passe pratiquement à zéro. Pas tout à fait complètement à zéro, mais j'ai déjà vu, moi, jusqu'à zéro. Et puis là, ça recommence en février, assez souvent, ça recommence le couvain. Donc, le wattage ou la chaleur que produite par ces colonies-là, ben, c'est pas constant. Donc, on va arriver en début d'hivernage, au mois de novembre, on va être à 15-20 watts au niveau de nos ruches. On va baisser un minimum de 7-10 watts là, quand on va être rendu en décembre, janvier. Puis, on va réaugmenter en mars parce que là, le couvain va commencer à se faire élever en chambre d'hivernage. Donc, c'est un peu ça qu'il faut bien connaître pour être capable de bien designer nos chambres d'hivernage. Ça me mène au bien-être des colonies. En fait, il y a un concept assez simple là, que les organismes, parce que je vous l'ai décrit un peu comme étant un homéotherme, il y a l'élément thermoneutralité. Donc, un organisme il est dans un bon environnement quand il est thermoneutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à souffrir de froid, puis il n'y a pas à souffrir de chaleur. Donc, par définition, c'est la zone entre deux températures que l'abeille ou que n'importe quel organisme peut vivre avec la dépense minimale de dépenses énergétiques. Bon, c'est aussi vrai pour les abeilles, c'est bien sûr que pour les grands animaux. Pour les animaux, ben, en gros, ça ressemble à une espèce de croquis qui ressemble à ça. On a une zone de température inférieure et supérieure dans laquelle l'animal est thermoneutre et confortable. À titre d'exemple, l'humain, règle générale, nous autres, c'est entre 20 et 22, 23 degrés C. Il faut faire attention parce qu'il y a la notion d'humidité qui peut rentrer au travers ça, mais grosso modo, il y a une zone inférieure et supérieure. Et puis quand on sort de là, ben là, on embarque en zone un peu hyperthermique si on a plus chaud que 23, 24. On commence déjà à réagir chez l'humain. Et puis, inversement, on va embarquer en hypothermie s'il fait un petit peu plus froid. Je vais dire, on est sensible, j'ai peut-être pris une zone un peu serrée, mais dans le cas des abeilles, on a le même concept malgré tout qui existe, où on trouve que notre ruche
dans de l'équipement Langstroth tel qu'on la connaît, parce que si on était dans un tronc d'arbre, c'est aussi un environnement, mais nous autres, on a développé la ruche Langstroth, qui est un environnement un peu fermé, un peu une cloche qu'on fait au niveau de la colonie. On sait comment ça vaut du bois, c'est beau R1, juste comme isolant. Mais dans cet environnement-là, ben, elle a une zone de neutralité, notre ruche, qui se situe entre 4 et 7 degrés C. En dehors de ça, ben, on passe en hyperthermie. Bon, de quelle façon qu'elle va réagir les abeilles? Ben, ils vont évaporer un peu plus d'eau. La colonie va se dilater un petit peu plus. C'est peut-être pas bénéfique pour elle. Elle a une zone de confort qui est vraiment entre 4 et 7. En dehors de ça, elle va tout de même grimper encore, mais elle va peut-être souffrir un peu. Et inversement, en hypothermie, quand on passe à froid, ben là, la grappe, elle va se comprimer. Il va se produire plus de chaleur dans le centre pour être capable de toujours maintenir notre 8 degrés C en périphérie. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler la zone hypothermique des abeilles qu'on ne voudrait pas rencontrer. Donc, on veut être dans la zone de thermoneutralité qui est entre 4 et 7. Ça nous amène aux conditions optimales pour l'abeille. Ben, dans la chambre d'hivernage, bon, c'est 5 degrés qui est la température qui est dite optimale et avec un écart de température qui est très faible, le plus faible possible. Faible normal, ça serait à peu près, c'est-à-dire quand on dit faible, le différentiel, on parle de 0,5 à peu près. Pour que on ne peut pas se permettre un différentiel de 0,1, sinon la réfrigération décollerait, elle arrêterait, elle redécollerait, elle arrêterait. Aujourd'hui, on a des compresseurs à compression variable. C'est déjà là, on a un petit peu plus de précision qu'auparavant. Mais ce qui est important, ce qu'on veut retenir de ça, c'est la précision de température. Ça, c'est excessivement important. Si on a des nuques, ben, on peut se permettre une température un peu plus élevée. Il n'y a pas eu de référence officielle qui parle que c'est 7. Je vous dirais que c'est plus une bonne pratique qui est faite présentement quand on a des nuques. On monte un petit peu la température de notre chambre. Humidité relative, on n'a jamais beaucoup travaillé là-dessus, sincèrement. On parle d'une humidité relative qu'on laisse fluctuer naturellement avec la ventilation et la réfrigération, qui se situe en 40 et 70. Moi, à mon avis, on aurait peut-être besoin d'un peu de recherche de ce côté-là. On n'a jamais été plus loin que ça et on ne la contrôle pas présentement. La lumière, ben, c'est l'obscurité totale qu'on vise dans nos chambres d'hivernage. La moindre fuite de lumière, pointe de lumière, c'est dérangeant. Les abeilles se mettent à bourdonner. Il faut que ce soit l'obscurité totale. La circulation de l'air, c'est un point qui est très important. Vous allez voir, je vais insister énormément là-dessus, mais il faut viser des vitesses d'air qui sont vraiment petites dans la chambre d'hivernage. C'est une vitesse d'air juste pour assurer l'homogénéité de température et de gaz dans la chambre. Donc, on parle d'une vitesse d'air d'environ 0,1 mètre seconde. Du bruit, ben, écoutez, pas de grosses références là-dessus non plus qui sont bien précises, mais on va éviter de faire des bruits inutiles. On va essayer de ne pas mettre une chambre d'hivernage exactement voisine d'un atelier de fer où on est en train de souder, où on est en train de cogner. Fait que on va les mettre dans un endroit où il y a peu de bruit. C'est ça que ça veut dire. Je vais passer assez vite là-dessus parce que préparation et nourrissage, j'avais tout ça dans les guides d'hivernage. Bon, je sais que ça prend des ruches en santé, ça commence à l'été. Il faut avoir des jeunes reines, contrôle des maladies, des parasites. Je n'aborderai pas là-dessus. Je pense que tout le monde connaît un peu l'importance. Ça prend un sirop de sucre parfaitement liquéfié de 2 parties de sucre, 1 partie d'eau. Ensuite de ça, ben, en fait, au niveau des quantités, ben, on sait qu'à l'intérieur ou à l'extérieur, on a besoin d'un petit peu plus de sucre pour être capable d'hiverner. On parle d'un 7 kg additionnel de sucre par rapport à 20 kg pour l'hivernage intérieur. Les nourrissages, ben, on peut le faire en masse ou on peut le faire individuel, en baril ou en nourrisseur Miller de surface. Ça, c'est excessivement important pour la régie, c'est de commencer le nourrissage tôt. On est rendu pas loin de ça. Les ruches sont en train de se faire préparer à cet ainsi, là. Donc, au 15 septembre, il faut nécessairement que le nourrissage soit débuté. Et pour qu'au 1er octobre, ça soit terminé complètement, que tout le sirop soit absorbé. On vérifie la prise de sirop, puis on place un réducteur d'entrée à partir peut-être de la mi-octobre, là, parce qu'ils vont rester dehors jusqu'au mois de novembre, des fois même jusqu'au mois de décembre dans certains cas. Donc, pour éviter les stress de nuit très froide, ben, on va recommander de placer un réducteur d'entrée.
La régie intérieure, ben, écoutez, encore là, je vais passer vite. Dernier vol, c'est très important pour les derniers vols de propreté. L'entrée, moi, je suggère beaucoup les entrées les plus tardives possibles parce que le dernier vol est tellement important. On peut éviter des problèmes de dysenterie, les nausémoses, ça, c'est des vols qui sont importants en fin d'année. Attendre des journées froides, enlever le réducteur d'entrée quand ils sont rendus à l'intérieur, c'est sûr. Période de fonctionnement de réfrigération, si j'ai oublié de dire par là, période de fonctionnement de réfrigération, attention des givers. Oui, oh oui, ça, OK, dans la gestion, faut que vous, par cause vous avez une chambre d'hivernage, que tout va bien, puis pour garder la température, il faut s'assurer que quand il viendra un doutant, que la réfrigération se mette à fonctionner pendant des heures, mais que ça ne se mette pas à givrer. Il y a des observations à faire, puis il y a des choses à faire attention à ce niveau-là. Balayer périodiquement les abeilles, pas trop souvent, pour pas trop les déranger, éviter les visites fréquentes, éviter le bruit. Sortie, ben moi, j'aime bien les... En tout cas, c'est parce qu'auparavant, je trouve qu'on a réussi à faire des performances d'hivernage qui sont supérieures à ce qu'on observe présentement, parce que je suis de la vieille guerre, de la vieille génération. Moi, j'ai vu des taux de perte qui se situaient souvent entre 5 et 10-15%, ce qu'on ne voit plus depuis plusieurs années. Mais dans ce temps-là, je pense qu'on faisait une régie plus serrée au niveau de sorties tardives. Je sais qu'aujourd'hui, avec les problèmes de pollinisation, on a besoin de diviser nos ruches rapidement, on veut sortir tôt, mais je pense que ça amène une mortalité accrue qu'on n'avait pas auparavant. Choisir une journée froide et en soirée, si possible. L'aménagement d'une chambre d'hivernage. Bon, là, on embarque dans le creux. J'ai déjà, bon, ça va quand même assez vite. Tout ce que je vous parle là, vous avez tout ça sur AgriRéseau. Fait que vous pouvez aller voir, attendez un petit peu, je vais vous rentrer dans la slide, là, mais sur AgriRéseau, ceux qui ont déjà fouillé là-dedans, il y a beaucoup de documentation en apiculture. Puis, il y a toutes les normes détaillées de chambres d'hivernage. Il n'y a pas de beaucoup de différences, même si c'est des vieux documents, là. C'est encore très, très pertinent, les documents qu'il y a là. Il n'y a pas grand-chose de différent. Les contrôles sont plus modernes que ceux qui sont présentés là-dedans, parce qu'on a même parlé de thermostats mécaniques là-dedans, là. Mais peu importe, aujourd'hui, on va avec des thermostats électroniques qui sont beaucoup plus fiables et qui empêchent des conflits qu'il peut y avoir entre chacun des éléments, là. Mais on a toutes ça, ces normes-là, dans le AgriRéseau. Vous avez tout ça assez bien documenté. Bon, moi, je vais vous présenter le concept de la chambre d'hivernage qui est celle-ci. C'est vraiment là-dessus que je vais opérer, mais c'est une chambre qui, pour un apiculteur, qui est commune souvent avec le conditionnement du miel. On doit déjà investir pour faire une chambre de conditionnement du miel. Tout le monde fait du miel. Tout le monde a besoin de conditionner son miel. On a besoin d'un espace pour ça. L'hivernage, ben, pas de conflit d'horaire entre l'usage de l'hivernage et le conditionnement. Ça se passe en été, puis ça se passe en hiver. Et puis, la chambre telle qu'elle est construite, elle est fortement compatible avec le conditionnement du miel. Donc, c'est ça qu'on va passer un peu en vérification. Donc, le concept de chambre, ça ici, c'en est une chambre, un concept de chambre pour l'équivalent de 1000 ruches. C'est-à-dire, c'est gros. C'est gros. Il y a des chambres aujourd'hui qui dépassent joliment 1000 ruches à l'intérieur. Mais pour expliquer le concept, ça va peut-être un petit peu mieux d'avoir un certain volume. Donc, ça ici, l'idée, c'est qu'on a toujours besoin d'une chambre qui est parfaitement isolée sur toutes ses 6 faces, les 4 murs, plafond et plancher. Ça, c'est règle de base. Est-ce que c'est une isolation supérieure? Vous allez voir que non. C'est rendu qu'on respecte au moins le code du bâtiment, si on peut dire. Pour la chambre d'hivernage, on a ce qu'il faut. Il y a peut-être des cas particuliers qu'il va falloir, puis je vais en parler un petit peu plus loin. Le concept de ça, ben, c'est qu'on maintient 5 degrés Celsius à l'intérieur, plus ou moins, comme je vous disais, 0,5 degrés C. Pour ça, ben, vous avez besoin d'homogénéiser votre air dans la chambre. Donc, on a ce qu'on appelle un système de recirculation. On a la ventilation qui exécute la grande partie du contrôle de température de la chambre. Parmi les 5 mois, on peut dire que la ventilation, on dépend entièrement de la ventilation sur au moins 4 mois.
Le reste du temps, ben, quand on s'approche, on commence à rentrer nos ruches à l'automne, on a souvent des redoux et on a le printemps où les abeilles se réactivent à nouveau. À ce moment-là, la réfrigération est très importante. Donc, vous avez besoin d'avoir une unité de réfrigération, une ou deux. Des fois, on a plus qu'un palier. Il y a des chambres d'hivernage que je sais qu'il y a même 3 puis 4 unités de réfrigération qui sont toutes cédulées selon les paramètres du contrôleur. OK? Donc, en gros, c'est le concept. Ça, ici, vous voyez que le mur est décollé, là, mais c'était juste pour expliquer qu'est-ce qui se passe en arrière dans l'antichambre de la chambre d'hivernage, parce que c'est une salle de mélange d'air qu'on a en arrière, et on a aussi une salle des compresseurs. Ça, tel que présenté, c'est une chambre qui est presque prête à être utilisée pour faire aussi du conditionnement du miel. Mais aujourd'hui, je n'en parle pas. Je vais vous parler uniquement des besoins en hivernage. Bon, toutes les normes que je vous disais qui sont sur AgriRéseau, on va les passer assez rapidement. En fait, même qu'il y a des vieilles normes qu'on utilisait quand on faisait des chambres uniquement ventilées, non réfrigérées, où on va un petit peu plus loin au niveau du taux de ventilation pour les chambres uniquement ventilées. On va allouer aussi plus d'espace pour avoir une forme d'inertie, si on peut dire, quand il vient un temps plus doux, qu'on va avoir de la difficulté à contrôler la température. Vous avez des isolations. Il y a aussi des largeurs particulières. Si on veut mettre 10 ruches de large jusqu'à 20 ruches de large, on n'aura pas la même largeur de bâtiment. Mais pour ne pas perdre d'espace, il y a des largeurs optimales qui sont recommandées. Avec une hauteur minimale de 3 mètres, ça c'est sûr, mais je vous dirais aujourd'hui, la plupart des chambres qui sont sur palette, ils ont 16 pieds de haut, ça donne au-delà de 4 mètres, là, je ne me rappelle pas exactement en mètres que ça va donner, mais c'est plus haut. Recirculation, la réfrigération dans le cas d'une chambre ventilée et réfrigérée. Donc, vous avez en gros ces normes-là que vous pouvez revoir sur AgriRéseau, mais que je vais essayer de passer en détail. Bon, les composantes, comme je vous disais, c'est comme je vous disais au début, on va parler de l'isolation, lumière, jusqu'au contrôle. Le premier, l'isolation. L'isolation, ben, c'est sûr que des chambres d'hivernage, on peut en faire dans le sud du Québec, puis on peut en faire un petit peu plus au nord. Donc, en gros, il y a 2 zones recommandées au niveau de l'isolation. C'est en fonction des fameux degrés jour, là, et le code du bâtiment. On va recommander que des bâtiments vont être plus isolés, plus qu'on s'en va vers le nord, puis ça, c'est très normal. Donc, nous autres, assez souvent, on bâtit dans la zone verte, la zone B, où on va avoir des valeurs minimales de valeurs isolantes au niveau mural, au niveau des planchers, au niveau du plafond, et ainsi de suite. Donc, c'est juste passer un petit... juste pour nous fixer là-dessus. Parler tantôt que une construction standard, c'est bien correct pour les abeilles, pour l'hivernage des colonies d'abeilles, puis c'est vrai, puis c'est bon aussi pour le conditionnement du miel. Donc, faire un bâtiment qui va ressembler à vos maisons en termes d'isolation, où on a un coupe-vapeur intérieur, on a une bonne laine minérale dans les colombages, mais en autant qu'on respecte le fameux R23 et plus, là, pour les murs, pour la région zone B, et puis qu'on a R38 au plafond, c'est ça qu'il faut avoir. Donc, ces murs-là, c'est assez simple. C'est comme vos maisons sont faites, avec un parevent extérieur, un revêtement extérieur, une laine. C'est sûr que si on est en 2/6, si on a juste ça, on n'a pas ce qu'il faut. Il faut rajouter un isolant intérieur qui peut être carrément juste un polystyrène de 1 pouce qui peut ajouter. Il y en a qui vont dire qu'on va mettre un thermofoil juste avec un thermofoil avec une chambre d'air. Ça peut aussi suffire, mais on est un petit peu limite. Moi, j'aime bien avoir le R23, c'est vraiment un minimum requis pour la zone qu'on parle. Si on est dans le nord, ben c'est sûr que faut tendre vers des valeurs qui sont supérieures à ça. Ça, c'est si vous faites de l'hivernage uniquement et du conditionnement du miel dans des conditions, autrement dit que chacun se fasse un l'hiver pour l'hivernage, puis pour le conditionnement l'été, ce concept-là, il marche. Mais par contre, si votre chambre que vous utilisez en hivernage, vous l'utilisez aussi en été avec la réfrigération, ça l'arrive.
à l'occasion. Puis de ce temps-ci, on pense un peu à faire du refroidissement avec les contrôles de Teng et compagnie. Donc, si on voulait l'utiliser en chambre froide en été, là, c'est un autre paire de manches. Puis à ce moment-là, on ne recommandera plus la laine telle que ce concept-là. Ce qu'on va faire, c'est que ça va être de l'uréthane pulvérisé de l'extérieur vers le mur intérieur. Donc, puis faut au moins respecter toujours les mêmes normes, R23 et R38, parce que l'uréthane est beaucoup plus approprié pour les conditions d'été où on a des humidités relatives extérieures qui sont élevées. Donc, pour éviter l'endommagement de l'ossature de bois, il faut y aller avec de l'uréthane. Dans les deux cas, ben, on va avoir un polystyrène parce que dans notre chambre qui est réfrigérée, ben, ça ici, ça peut être une zone de déperdition de chaleur. Il faut nécessairement avoir un styrofoam en dessous de la dalle de béton. Et sous le muret, dépendant de la hauteur de muret, on va avoir aussi un polystyrène du côté extérieur. Le contrôle de lumière. Comme je vous ai dit tantôt, ce qu'on a besoin, c'est un contrôle mais c'est pas de luminosité, c'est plutôt contrôle d'empêcher la lumière de rentrer dans notre bâtisse parce que une chambre d'hivernage, c'est une chambre noire. C'est pas compliqué, c'est une chambre noire. Donc, toute infiltration de lumière par la ventilation, les trous de ventilation, les orifices, les fenêtres, évidemment, on n'en a pas. Donc, ça, c'est très important. Mais ça va prendre des circuits électriques pareils parce que vous allez travailler dans cette chambre-là. Donc, vous allez avoir, si vous voulez rentrer en hiver, voir vos abeilles, ça va vous prendre des ampoules rouges qui sont moins dérangeantes. Puis, les chambres qu'on fait présentement, ils ont tout le temps deux circuits électriques pour l'éclairage, c'est-à-dire un circuit pour l'éclairage blanc qu'on va se servir parce qu'il faut monter ça à minimum 100 lux, je vous dirais plus 200 lux d'intensité lumineuse. Puis, on a notre petite ampoule incandescente qui va toujours faire la job en hiver, mais sur un circuit indépendant. Quand je vous disais, la lumière, c'est important de parer les entrées de lumière. Donc, une chose qui se faisait par le passé, c'était des trappes à lumière qu'on bâtit, soit du côté intérieur ou du côté extérieur. Excusez-moi. Ici, vous avez l'image d'une trappe qui a été construite du côté intérieur. Excusez-moi. Donc, le jeu d'une trappe, c'est tout simplement de faire un labyrinthe pour l'air et qui, en même temps, avec des chicanes, on se trouve à empêcher la lumière de passer directement. Donc, il y a un zigzag au niveau de l'air et la lumière, à ce moment-là, rencontre toujours une paroi qui va parer la lumière. Donc, ça, c'est le concept qui est utilisé. On voit ça dans bien des chambres d'hivernage. Il peut être du côté extérieur, mais il peut être du côté intérieur, ou des fois les deux. Mais ce qui est plus moderne aujourd'hui, puis qu'on utilise, puis qui est vraiment beaucoup plus simple, c'est d'acheter ce qu'on appelle un light trap, excusez l'expression anglaise, mais une trappe à lumière qui est tout en PVC. C'est tout simplement une série de chicanes imbriquées l'une sur l'autre. C'est tout assemblé, c'est environ 4 à 6 pouces de profondeur. Et cette trappe à lumière-là, ben, on l'insère dans un cadrage qu'on fait au-dessus, autour du ventilateur. Donc, si on a un 12 pouces, on va probablement se faire un cadrage de 16 pouces, puis on va rentrer cette trappe à lumière-là dedans. Puis en tout temps, quand le fan décolle ou non, ça va toujours être l'obscurité totale. C'est un concept qui est utilisé dans Pommes de terre, mais on l'a de plus en plus adopté pour les abeilles. Bon, la ventilation, c'est une chose qu'on peut parler pas mal longtemps. Faut avoir la ventilation qui va être versatile autant pour les temps chauds, pour les temps froids, les temps intermédiaires. Bon. Donc, en période froide, ce que va faire la ventilation, c'est qu'on n'a pas besoin d'un débit qui est énorme. Elle peut être aussi faible que 0,25 litres par seconde par ruche, puis on en a assez. C'est pas gros sur 0,25 litres seconde par ruche. C'est ce qu'on appelle la ventilation minimale que les abeilles devraient toujours avoir en tout temps pour éliminer la vapeur d'eau et pour contrôler le CO2. Donc, ça va se produire quand il va faire très froid, quand il va faire genre moins 20 dehors, et même s'il fait ça, c'est 100% d'humidité relative, quand vous allez rentrer un peu d'air en dedans, ça va avoir un très puissant effet de refroidissement. Vous avez beau produire 15 watts de chaleur ici, mais ce 15 watts-là va être absorbé par le 11 watts de ventilation qu'il y a ici.
Puis, on va en perdre aussi au travers des murs. Donc, on a le bilan de chaleur qui est parfait si on a ça, mais en autant qu'on ne dépasse pas un débit genre de 0,25 litres seconde. Quand on passe en période plus douce, de température intermédiaire, exemple, il fait 0 degré C, on a encore un pouvoir de refroidissement par la ventilation, mais là, on a un grand débit qui va avoir lieu. On va monter ça 2,5 selon les chambres d'hivernage. On a jusqu'à 5 litres seconde par ruche. À ce moment-là, avec un gros débit, on va être capable de refroidir nos ruches en tout temps, uniquement par ventilation. C'est sûr que quand la température va s'approcher de 2 degrés, là, à un moment donné, on n'aura plus le pouvoir d'être capable de refroidir nos abeilles. Donc, il y a un point limite qui est autour de 2 degrés Celsius, que là, on n'est plus capable de le faire. Donc, on est mieux d'arrêter la ventilation ou de la réduire significativement et là, passer à un mode réfrigération. Donc, c'est ça qu'on fait. Ça n'empêche pas que la ventilation se poursuit pareil. Toujours à un taux minimum de 0,25 litres seconde par ruche. Donc, on rentre de l'air chaud dommageable, vous allez dire, mais en très petite quantité pour assurer l'oxygénation, l'élimination du CO2. Et puis là, toute la réfrigération, c'est elle qui va absorber tout. Elle va absorber la chaleur des ruches, elle va absorber la chaleur qui est dissipée à travers les murs parce que là, la chaleur vient de l'extérieur vers l'intérieur. Et la même chose, l'air qu'on rentre mécaniquement, ben, c'est de l'air trop chaud, mais c'est la réfrigération qui va refroidir tout ça pour être capable de toujours contrôler notre température à 5 degrés C. À quoi ça ressemble un système de ventilation lorsqu'il est bâti à l'intérieur d'une chambre? Ben, ça ressemble un peu à ça. Vous voyez une série de ventilateurs. Ce sont les ventilateurs de ventilation. Ça, c'est pas ça ici. Ça, ici, c'est la réfrigération. On va y revenir. Donc, on a toujours un ventilateur qui va faire le premier palier de ventilation. Lui, c'est le plus petit possible, genre un 12 pouces, mais la ventilation complémentaire, on va compléter avec des ventilateurs plus gros qui vont venir chercher quand la température va être intermédiaire, va faire -5 dehors ou il va faire 0. Ben, ces fans-là, jusqu'à 2 degrés, ils vont être pleine vitesse. Ça veut dire que le premier, le deuxième, le troisième palier vont tous fonctionner pour être capable d'assurer la ventilation pour faire le contrôle de température sans que la réfrigération décolle. À quoi ça ressemble la température? Ça ici, c'est dans une chambre d'hivernage. Ben, la température est toujours la même. Là. On est toujours à 5. Dans ce cas-ci, on était à 6 degrés de façon très permanente. Toutes les fois que vous voyez une micro-oscillation, ben ça, c'est dû au départ du ventilateur. OK? Ça ici, c'est un exemple où il y a quand même plusieurs jours. C'est des jours juliens, là, autour du 41. Ça veut dire que c'est au mois de février, mi-février, aller jusqu'à, en tout cas, une semaine d'opération. Une semaine qui était très froide parce que, regardez, c'était des températures de genre -5 aller jusqu'à -28 dans cette semaine-là. Donc, vous voyez, ça, c'est la courbe de température extérieure. Ça, c'est la courbe de température intérieure. L'humidité relative qui fluctue, c'est toujours relativement sec dans nos champs d'hivernage, spécifiquement quand on est en période de très grand froid. À ce moment-là, l'humidité relative est souvent quelque chose avoisinant les 40 degrés, 40% d'humidité relative. En vert, ici, j'ai illustré, en fait, c'est les données qui ont été enregistrées, c'est les ppm de CO2. On s'aperçoit que quand il se met à faire très froid, ben là, les ppm de CO2 augmentent significativement à 2500, puis même on a du 3000, 3500 quasiment ici, quand on a frappé genre -25 degrés C. Ça veut dire que la ventilation, dans des circonstances comme ça, elle décollait presque plus. Mais, comme je vous disais, il y a toujours une petite ventilation continue dans nos chambres. C'est encore un exemple du Cressade à Deschambault, où là, on a pris la journée qui était la plus froide à ce moment-là, puis on a regardé ce qui se passait. On a toujours notre fameux 6 degrés qui est constant. Température excessivement froide, -25 environ, -27, 28. Qu'est-ce qui se passe? Ben, à ce moment-là, la ventilation ne décollait jamais, sauf à toutes les 2 heures. À toutes les 2 heures, c'est parce que c'est particulier. À Deschambault, ce sont des vieilles installations en passant. Mais ils sont corrects, même s'ils ont été faits il y a une quarantaine d'années. C'était correct parce que on a inséré un timer
qui fait que le ventilateur, au lieu de décoller puis fonctionner longtemps, ben, on faisait fonctionner juste sur une petite marge de temps de 10 minutes à toutes les 2 heures. Donc, à toutes les fois que le fan décollait dans une période froide, ben là, on voyait un rabattement de CO2, une fluctuation aussi d'humidité relative. Donc, ça permettait d'oxygéner nos abeilles et de maintenir un taux de CO2 et une humidité relative qui était comme raisonnable dans la chambre, sans affecter significativement la température intérieure. C'est une façon de fonctionner, mais avec les ventilateurs qu'on a aujourd'hui, ventilateurs à vitesse variable, les contrôleurs qu'on a qui sont assez intelligents, mais en fait, par timer, là, on est capable de reproduire la même chose et un peu mieux que ce qu'on vient de voir là. La recirculation, j'en ai parlé tantôt que je vous disais que c'était important. Oui, c'est important. Pourquoi une recirculation? C'est pour assurer une homogénéité de température, une homogénéité des gaz à l'intérieur, le CO2 et le H2O, c'est-à-dire la vapeur d'eau, qui va avoir tendance à monter au plafond un petit peu plus, mais surtout créer, si on n'a pas de recirculation, on va avoir des gradients de température qui vont être énormes. On peut avoir aussi peu que 0 au sol et avoir 8, 9 au plafond. Donc, en créant un petit mouvement d'air, on se trouve à ramener une homogénéité dans toute notre température. Mais il ne faut pas exagérer avec la recirculation. Ce n'est pas une vitesse d'air pour se faire dépeigner. C'est juste une petite ventilation. Puis quand je vous disais tantôt qu'on visait 0,1 mètre seconde, ben, si vous aviez une chandelle que vous promeniez dans votre chambre d'hivernage, ben, il faudrait que votre chandelle ressemble à celle-ci et non celle-là, où on a des vitesses d'air beaucoup plus élevées. Si vous faisiez un test de fumée, là, 0,1 mètre seconde, c'est 10 cm seconde. Donc, vraiment dit, votre fumée se déplacerait dans la chambre à une vitesse maximale ou autour de 4 pouces à toutes les secondes. Donc, ça vous donne une idée, un indice que la recirculation, elle est correctement dimensionnée. Bon, la recirculation, ben, en fait, il y a des taux qui sont prescrits, qui sont ici, en fait, de 1 à 2,5 litres seconde. C'est-à-dire, aujourd'hui, on fonctionne avec des ventilateurs variables qu'on peut contrôler avec le contrôleur. Cet air-là est acheminé dans une conduite pour bien la répartir avec des perforations adéquatement faites. Et puis, cet air-là est pulsé au mur de part et d'autre. Donc, on a l'air frais qui arrive en haut et le retour d'air se fait au sol par une reprise d'air au niveau de la chambre de conditionnement de l'air. Puis, c'est là que le cycle va recommencer. Si on a besoin de réintroduire de l'air frais, ben on introduit de l'air frais via ces orifices ici. Le mélange se fait et ça retourne dans la conduite. Si on a besoin de chaleur, on a la plainte qui est dans cette section-là aussi. Donc, tout se passe dans la section de conditionnement de l'air pour la préparation de l'air et c'est ce conduit-là qui va assurer l'homogénéité de l'air dans tous les coins de la chambre d'hivernage. Vous avez des valeurs là, je n'ai pas besoin de les répéter, ils sont déjà bien documentés dans les documents qu'on a. Est-ce que je suis trop vite ou pas assez vite? Là? En tout cas, regardez, Laurence, es-tu là? Oui, mais tu peux continuer encore. Il te reste combien de diapositives? Mon Dieu, j'ai pas de compte, là. Y a-t-il un chiffre décrit à quelque part? 41. Ah, ça va bien. On est comme le 2 tiers, là, presque le 2 tiers de fait. Fait que ça avance tranquillement. Allons-y. OK. La recirculation, ben, regardez, c'est encore le même concept. Ce qui est important, c'est que l'air frais arrive en haut, arrive au mur, ça descend au sol. Les ruches, dans façon, on n'en a pas parlé beaucoup, mais les ruches sont toujours positionnées de façon à ce que le mouvement d'air se fasse parallèle au trou de vol. OK? Donc, il y a toujours un espace. Donc, le long du mur ici, c'est pas illustré, mais il y a un petit espace qui est un corridor. Il y a un corridor ici entre les deux. L'air est pulsé au mur et descend entre les piles. C'est ce qui fait que toutes les ruches reçoivent de l'air nouveau. Même au mur ici, on recommande un peu de l'éloigner, peut-être d'un pouce ou deux pour commencer la première pile. Donc, l'air voyage au sol et revient dans le corridor pour être reconditionné. La réfrigération. Bon, la réfrigération, c'est pas nouveau. Ben moi, j'ai connu ce que c'était la non-réfrigération au début. Ça hivernait quand même bien, mais
avec beaucoup de contraintes. Des contraintes d'automne, des contraintes de printemps, puis des contraintes en plein milieu de la saison quand on avait des redoux, qu'on peut dire. Mais bref, ça a été introduit quand même dans les années 60. Puis c'est pas au Québec que ça a été fait la première fois, bien que le Québec l'a mieux adopté que d'autres provinces. L'hivernage en chambre réfrigérée. C'est vraiment un docteur Larrivée qui avait développé ça, qui avait utilisé ça pour la première fois à Brandon, au Manitoba, dans une station de recherche. Donc, c'est documenté par The Hive and the Honeybee, cet élément-là. Comment se fait la réfrigération? Ben, faut faire attention à bien dimensionner notre réfrigération. On ne fait pas ça n'importe comment. On n'appelle pas le frigoriste puis il dit installe-moi ça là, puis ça va marcher. Il y a une préparation à faire au préalable. Faut tenir compte de beaucoup de facteurs. Il y en a qui vont dire ben, c'est une ruche par 140 ruches. C'est vrai. Ça tourne autour de ça, mais chaque chambre a son comportement, chaque chambre a ses particularités et il faut faut vraiment mettre ces valeurs-là pour être capable de faire une bonne évaluation de la puissance de réfrigération. Donc, il faut connaître les dimensions de notre bâtisse, les facteurs isolants de chacune des parois, le nombre de ruches qu'on va rentrer, c'est-tu des ruches standards, c'est-tu des nucléi. Ensuite de ça, ben, des taux de changement d'air, parce que l'ennemi d'un système de réfrigération, c'est la ventilation. C'est bizarre à dire. C'est comme si je parlais des deux côtés de la bouche. Je vous dis que ça prend de la ventilation puis ça prend de la réfrigération. Mais effectivement, quand la réfrigération fonctionne, le pire ennemi de la réfrigération, c'est la ventilation, parce que souvent, on va être, par la ventilation, entrer de l'air chaud et humide qui va être mauvais pour le contrôle de température et le contrôle d'humidité. Donc, on met tous ces paramètres-là et ça nous fait des calculs de puissance qu'on a de besoin. Ça nous donne où sont nos grosses pertes. Des fois, c'est un bon exercice à faire parce que ça peut nous dire où est notre faiblesse aussi dans notre système. Si on dépense trop de BTU à cause qu'on perd de la chaleur par conduction, ben on l'a décrit là. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Puis ça nous donne une charge de réfrigération qu'il faut prendre en compte quand on a des cycles de dégivrage. On a aussi des moteurs à l'intérieur. Donc, c'est tous des paramètres qu'il faut mettre à l'intérieur pour en faire un calcul qui est adéquat. Bon, à quoi ça ressemble un système de réfrigération? Je reviens encore avec la même photo, mais l'évaporateur, c'est constitué d'un évaporateur, c'est de compresseur et d'un condenseur de l'autre. Donc, si ça, c'est l'évaporateur. L'évaporateur, il est habituellement positionné au plafond. Il peut être aussi dans le bas du mur. Quand on fait du conditionnement du miel, c'est encore mieux de l'avoir à portée que de l'avoir au plafond. Ça, c'est une autre histoire. On pourra en reparler un autre tantôt. Ça se doit d'être bien drainé parce qu'on sort énormément d'eau à l'automne, principalement quand on rentre les ruches, il y a de la neige sur les couvercles. On a souvent un gros choc de condensation à ce moment-là. Donc, l'évaporateur va évacuer énormément d'eau. Ça prend un drain, puis il faut évacuer cette eau-là à l'extérieur de la bâtisse ou sous le plancher, c'est une des possibilités. Les compresseurs, les compresseurs sont en règle générale positionnés carrément dehors, mais on peut aussi les placer dans une chambre adjacente, mais il faut falloir s'assurer que cette chambre-là soit adéquatement ventilée, parce que ça ici, c'est une pompe à chaleur, c'est une pompe qui pompe beaucoup de chaleur et il faut évacuer cette chaleur-là à l'extérieur. Donc ici, pas très visible, mais il y a un ventilateur qui va ventiler cette chambre-là pour s'assurer que la température dans la chambre des compresseurs ne s'emballe pas. Bon, c'est ça que je vous disais tantôt, on peut faire un calcul bien rough, mais qui est, il y a des éléments de vérité là-dedans, là, mais il faut le faire détailler. Mais en gros, on a besoin d'une tonne de réfrigération par 140 ruches. Une tonne, c'est 12 000 BTU. C'est l'équivalent d'à peu près 4 kilowatts de réfrigération. OK? Une chose qui est importante dans l'aménagement quand on fait un choix de système, c'est il faut dire ça au frigoriste. Moi, j'ai besoin d'un évaporateur où il va y avoir un TD de 10 Fahrenheit. Pas un TD de 20 puis de 30, un TD de 10. Ça, c'est important parce que ça va maintenir, ça va aider à déshumidifier la chambre, d'une part, parce qu'on a 10 degrés de différentiel pour condenser l'eau. Et aussi, il y en a qui vont vendre des évaporateurs beaucoup plus grands
qui ne sont pas utiles du tout, mais qui ont un TD de 5 degrés Fahrenheit. Souvent, dans les légumes, on a besoin de ça pour maintenir une humidité relative élevée. Ce n'est pas notre cas. Nous, on a besoin d'un évaporateur qui va déshumidifier la pièce correctement parce que nos abeilles, dans un milieu humide, vous allez avoir des problèmes de moisissure, dysenterie, etc., qui peuvent être occasionnés si on maintient une humidité relative trop élevée. J'ai parlé tantôt qu'on ne contrôlait pas trop notre humidité relative, mais si on est dans la gamme de 40 à 70 %, on est correct. Les ventilateurs d'évaporateur, ça, ici, c'est important. Vous savez, on a sur 5 mois d'hivernage, on a à peu près 1 mois continu de temps d'opération en réfrigération. Mais pendant les 4 autres mois, ça ne donne rien de faire fonctionner ces fans-là. Ils sont nuisibles. Ils vont créer trop de turbulences dans la chambre. Donc, il faut les arrêter. Donc, les ventilateurs d'évaporateur, ils s'activent que lorsqu'il y a une demande de réfrigération et une demande aussi lors du dégivrage. Ils sont placés normalement à 2 pieds du mur puis un drain de plancher. Au niveau du compresseur, je vous disais tantôt, il est situé dehors ou dans une pièce adjacente bien ventilée. Il y a une chose qui est très importante au niveau de la réfrigération, c'est la prévention du givrage. Donc, même si on a 10 de TD, ça peut arriver que surtout quand on est à l'automne. Puis ça, ce problème-là, on le vit beaucoup quand on rentre les ruches. Les ruches sont excitées, ils produisent beaucoup de chaleur. Puis des fois, on les rentre avec les couvercles main 30 ou pleine neige. Puis tout ça, ça fond dans la chambre. Bien, qu'est-ce qui arrive? Là, il y a un choc d'humidité dans la chambre. Puis ce qui en souffre, c'est le système de réfrigération et son évaporateur qui va givrer. Puis c'est dangereux dans ce temps-là qu'il puisse givrer de bord en bord. Puis là, vous êtes dans le trou. Donc, il faut avoir un système de dégivrage. Puis ce qui est préconisé, on n'a pas besoin de dégivrage électrique. Il y en a qui l'ont, c'est très bien. Mais ça crée des fluctuations de température dans la chambre quand on a des coils électriques qui décollent aussi, ça c'est une chose. Mais avec un simple arrêt du compresseur, on parvient à dégivrer les formations de gel comme vous voyez là. Ça, c'est déjà avancé, là. Quand on parle de dégivrage, il faut qu'il y ait des amorces de glace seulement. Et non que les ailettes soient reliées une à l'autre par du gel parce que l'air ne passe plus. Donc, ce qu'on recommande, c'est des cycles de dégivrage de 15 minutes à toutes les 120 minutes d'opération. Donc, le compresseur se doit l'arrêter pour un 15 minutes de pause, mais il faut que l'air passe au travers l'évaporateur pendant ces 15 minutes-là. On a aussi besoin de chauffage. Donc, le chauffage dans une chambre d'hivernage, bien, écoutez, c'est un chauffage d'appoint parce que c'est sûr que le chauffage va être utile si votre chambre d'hivernage n'est pas remplie à capacité. Parce que les abeilles produisent de la chaleur, on l'a dit tantôt, c'est de 7 à 10 watts en plein hiver, là, 7 à 15 watts environ. C'est une petite fournaise, mais il faut que la chambre soit pleine pour suffire à maintenir notre 5 degrés C. OK? Donc, on met toujours dans nos chambres d'hivernage un système d'appoint de chauffage pour passer au travers des événements qui sont extrêmes ou surtout lorsque les abeilles, il n'y a pas assez d'abeilles dans notre chambre. La norme, on dit à peu près 10 watts par mètre cube de chambre, là. C'est à peu près ce qu'on met comme valeur. Et on va opter pour un système électrique qui est très facile à contrôler avec un contrôleur. OK, c'est beau. Le contrôle. Le contrôle, c'est peut-être le dernier élément qu'on a à jaser. C'est très, très important. Vous avez beau avoir un bon système de ventilation, une bonne isolation, une bonne recirculation. Vous avez tout bon. Mais s'il n'y a pas de capitaine pour gérer tout ça, ça ne vaut rien. Donc, il faut mettre de l'argent, moi je dirais, au niveau du système de contrôle. C'est moins d'argent qu'un système de réfrigération, c'est bien sûr, mais il ne faut pas hésiter à investir sur un système de contrôle. Puis aujourd'hui, de plus en plus, les systèmes de contrôle sont reliés au web. Donc, vous êtes capable de voir ce qui se passe en temps réel dans votre chambre. Vous êtes même capable de changer des paramètres à distance. Donc, l'élément contrôle, c'est très important. Je commence par vous parler de l'ancienne génération qu'on retrouve dans beaucoup de chambres d'hivernage au Québec. Bon, pourquoi? Là, en plus, vous avez une marque de commerce qui est là-dessus. Normalement, je ne devrais pas vous inciter à dire aller vers ça, mais c'est la seule compagnie qui a fait de quoi d'adapter pour les abeilles. La compagnie Varifan.
Bon, on a développé avec eux autres, il y a un chip interne dans ces choses-là qui a été développé spécifiquement pour les besoins d'abeilles. Faites attention aux vendeurs d'équipements qui vont vous vendre des équipements d'étable puis de poulailler. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que vous n'avez pas ce qu'il faut pour fonctionner. Ils peuvent vous vendre des choses, des boîtes qui ressemblent à ça, mais ce n'est pas des équipements qui sont faits pour opérer dans une chambre d'hivernage où on a besoin de contrôler la réfrigération, chauffage et ventilation et des recirculations. Nous, on a fait mettre de l'électronique à l'intérieur de ça qui permet de le faire. Donc, ça, c'est la vieille génération, oui. C'est le IC610 avec des entrées de thermistor, d'humidité relative. On a des informations qui rentrent dans la boîte et à sa sortie, bien, on peut contrôler chacun des éléments. Donc, les sorties variables de ventilation, d'entrée d'air, de réfrigération, palier 1, palier 2, palier 3, si besoin, chauffage, et on peut avoir des sorties de timer tout simplement. Et il peut, en plus, ce même contrôleur être capable de contrôler, de faire du conditionnement du miel. C'est-à-dire le même contrôleur dans la chambre d'hivernage, vous le mettez en mode conditionnement du miel et il va venir interférer sur les sorties qu'il y a pour faire le conditionnement du miel au niveau de la recirculation, réfrigération et compagnie. Bon, à quoi ça ressemble quand c'est monté? Bien, ça peut ressembler à ça. Là-dedans, il y a le contrôleur et il y a ce qu'on appelle aussi des drives. Les drives, c'est ce qui contrôle vous avez des ventilateurs à vitesse variable. Ben, ça prend une drive. Il faut être capable de le gérer. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle des drives qui sont en périphérie. Donc, tout ça fait le système de contrôle. Bon, je viens de vous parler de la vieille génération, mais aujourd'hui, on a passé une génération qui est plus avancée, qui est Genius. Puis je peux même vous dire qu'ils sont en train, en tout cas, présentement, moi, je suis plus habitué avec cette version-là qui est vraiment adaptée aux abeilles. C'est le Genius GE28. Là, j'ai de valeur parce que normalement, c'est le 28B. Il y a vraiment le chip intérieur qui permet de contrôler et l'hivernage et le conditionnement. Ce nouveau-là, ben, il est plus évolué parce que on est capable de fonctionner sur le web, c'est-à-dire vous êtes capable de voir qu'est-ce qui se passe en temps réel dans votre chambre d'hivernage et de modifier des paramètres au besoin par Wi-Fi. Il y a une nouvelle génération aujourd'hui, encore plus avancée, mais beaucoup plus dispendieuse, en fait, que la compagnie offre. C'est un high touch, mais que moi, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier. Mais par contre, celle-ci fait amplement ce qu'on a besoin pour nos abeilles. J'en arrive aux exemples. Les exemples, ben, vous avez ici, attendez un petit peu, la photo au Cressade, qui est une des vieilles chambres que j'ai eu l'occasion de voir et de vérifier la construction. Puis ça fait longtemps, c'est au-delà de 35-40 ans. Et elle fonctionne toujours. C'est toujours le même compresseur à l'intérieur. C'était une chambre qui était designée pour à peu près 200 ruches, mais je sais que j'ai cru comprendre qu'ils mettent 250-300 ruches présentement là-dedans. Bon, il doit y avoir des fluctuations. Pardon, Laurence? C'est bien le cas. Oui, hein? Bon, c'est ça. Fait que, donc, je ne sais pas comment elle se comporte, là, mais par contre, on est capable d'augmenter la densité des ruches à l'intérieur, ça c'est sûr, mais il faut avoir la capacité de réfrigération pour être capable de passer au travers de tous les événements. Donc, vous voyez ici, lumière rouge, le système de recirculation pulsée qui homogénise l'air dans toute la bâtisse. Ici, c'est la salle c'est une petite chambrette là, dans laquelle l'air est reconditionné. L'entrée d'air est camouflée là, le chauffage est camouflé là, l'évaporateur est au bas du mur, on ne le voit pas. Et le compresseur est voisin, mais dans l'entrepôt l'autre côté. Donc, c'est une façon de monter les choses. Ça aussi, c'est une chambre de 1000 ruches. Vous ne reconnaîtrez pas l'endroit. C'est un peu à l'extérieur du Québec. Fait que ça, c'est un exemple d'une chambre de 1000 ruches. Il n'y a rien de bien particulier. Le monsieur, lui, avait utilisé des trappes à lumière conventionnelles. C'est ça. Ici, vous avez un exemple de 3500 ruches. Ça non plus, vous ne retrouvez pas l'endroit. Mais c'est un bâtiment de 40 pieds par 80 pieds par environ 16 ou 17 pieds de hauteur.
Donc, vous voyez ici les ventilateurs d'évacuation. Vous voyez ici les compresseurs qui sont à l'extérieur. Dans la mesure du possible, on recommande toujours de placer les compresseurs à proximité de son évaporateur qui est en dedans. Le moins long de tuyau possible, le système sera encore plus performant. Donc, vous voyez qu'il y a probablement un palier, 2 paliers. Puis, je me demande s'il n'y en a pas de l'autre bord du bâtiment aussi, parce que dans son cas, ça doit être 4 appareils comme ça qui vont réfrigérer des 3500 ruches. Ça ici, c'est une vue de la salle de conditionnement. Étant donné qu'on a de la hauteur, l'entrée d'air est ici. Donc, on est là, ici, vous voyez l'entrée d'air, qui est tout simplement des styrofoams structurés, si on peut dire, là, qui viennent se rabattre sur un plan incliné. Donc, souvent, ce qui est recommandé dans des grosses chambres d'hivernage comme ça, c'est d'avoir ce qu'on appelle un actuateur, une espèce de cylindre qui va ouvrir, fermer la porte proportionnellement au débit de ventilation. Dans son cas, ce monsieur-là, il a décidé de tout simplement faire un bec. Excusez-moi, je me trompe. Je viens de voir le petit câble ici. Non, okay, excusez-moi, je l'avais mal vu. Il y a un petit câble ici qui est relié à un actuateur qui est au mur ici. Donc, quand on a besoin de ventilation, ben, le petit câble vient tirer sur le panneau ouvrant ici. Puis il va se proportionner en fonction du débit de ventilation qui est préétabli. Toute cette information-là est logée dans le contrôleur, puis tout fonctionne automatique. L'ouvrant fonctionne proportionnel au taux de ventilation. Quand les ventilateurs fonctionnent, ça rouvre proportionnellement. Puis vous avez ici l'empilement des ruches à l'intérieur et au moment où il est en train des entrées, on voit la disposition, toujours les entrées parallèles au mouvement d'air. Vous avez votre conduit plafonnier au plafond comme ça. L'air vient frapper au mur, revient dans les rangées en avant des ruches. Et quand l'air a fini son cycle, elle retourne par le corridor jusqu'au conditionnement de l'air à l'autre extrémité. Fait que vous voyez un évaporateur ici. Vous voyez les bouches de ventilation avec un light trap qu'on appelle. Donc, on insère ça dans la boîte. Puis c'est facile à nettoyer quand on est rendu au printemps. Bon, on peut sortir ça de là, passe la hausse là-dedans, on lave ça facilement. Ce qui est aussi beaucoup adopté, ce sont des conduits de tôle, beaucoup plus faciles à entretenir que des conduits de bois. Vous l'avez vu aussi peut-être sur ces photos, là. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est lisse, puis on peut passer la hausse là-dedans, puis laver ça en fin de saison. C'est des petits détails qu'il faut quand même prendre en compte lors de la construction parce qu'il y a de l'entretien quand même à faire. Il faut laver le cabot. Donc, des abeilles qui sont mortes dans un conduit, ben, c'est pas idéal. Ça laisse des odeurs. C'est des germes de toutes sortes. Donc, quand on a des bons systèmes pour laver, c'est préférable. Bon, dans l'empilement dans les chambres, on essaie toujours de se réserver un 3-4 pieds parce que l'air est pulsé froid au plafond, vient frapper le mur. Donc, on ne place pas des ruches jusqu'au plafond. D'où les plafonds à 16-18 pieds de hauteur minimum. Puis normalement, bon, aujourd'hui, on met 7-8 ruches de hauteur, mais ça permet encore un dégagement de 3-4 pieds si on a un plafond qui est de 16 pieds minimum. Là. Mais on peut se rendre, j'ai vu des caveaux à 20 pieds aussi. On peut hiverner aussi des nucléis. Ça, c'est un des exemples de nucléis de styrofoam, de polystyrène. On peut avoir des ruches divisées aussi. Ça, c'est l'autre possibilité, des ruches plus faibles. Bon, j'aborde un petit sujet que c'est pas mon domaine trop, les aspects économiques, mais je vais en profiter pour faire la conclusion parce que ce que je vous parle là, ben, c'est des gros sous. Il faut y penser. Il y a de l'investissement, puis si on fait ça, est-ce que c'est rentable? Ça vaut la peine de se pencher sur la question, mais moi, vous allez voir un peu mon développement d'idées par rapport à ça. Ici, j'ai un exemple de si on faisait une chambre de 500 ruches. Bon, les coûts estimés, normalement, une chambre de 500 ruches est jumelée au reste de la mielerie. C'est que ça rend les coûts au pied carré peut-être un peu inférieurs pour la partie chambre d'hivernage ou chambre de conditionnement. Donc, on voit que si on fait juste la question de bâtiment isolé, ben, c'est un bâtiment de 650 pieds carrés, ça veut dire 32 500 pièces. Faut y ajouter ventilation et circulation de l'air, on a pour un 4 000 pièces. Contrôle et communication, 5 000 $.
La réfrigération, ça va prendre au moins 4 tonnes de réfrigération pour 500 ruches. On a besoin d'un investissement d'au moins 15 000 Puis là, écoutez, vous allez dire peut-être, certains vont dire, tu es à côté de la coche. C'est vrai, j'ai de la difficulté à suivre les prix parce que c'est tellement changeant rapidement. J'ai échangé les prix en fonction de ce que je vois. Puis on sait aussi que les apiculteurs sont souvent des gens qui sont capables de faire d'autoconstruction. Donc, c'est sûr qu'ici, 32 500, si vous donnez tout ça à contrat, ça va être plus que ça. OK? Mais c'est un coût raisonnable de 32 500 qu'on peut penser quand c'est un mix de contracteurs et d'autoconstruction. Et puis, on finit avec l'électricité, mais que ce n'est pas une valeur négligeable. Donc, c'est un projet de 62 500 pièces. Si on ramène ça en investissement par ruche, ben, tout ça, ça va vous donner à peu près 125 pièces d'investissement par ruche à faire pour une chambre d'hivernage. Si on va avec une chambre de 3000 ruches, ben écoutez, il y a une économie d'échelle. Hein. Quand on a une grosse chambre d'hivernage, puis 125 pièces, ça serait plus cher si vous aviez rien que 100 ruches aussi. Là. Donc, je ne dirais pas que c'est exponentiel, mais ça serait beaucoup plus que 125 $. Mais si on passe à 3000 ruches, bien, si on fait la ventilation des coûts, mais là, on sera en bâtiment probablement indépendant parce que quand on est rendu avec une grosse chambre d'hivernage, je pense que les entreprises ont avantage à diviser leurs risques, c'est-à-dire pas avoir la miellerie séparément de la chambre d'hivernage. Donc, c'est pour ça que j'ai mis bâtiment indépendant, qui va être un petit peu plus cher au pied carré, en règle générale, mais il reste qu'on met plus de ruches dedans, on est plus efficace. Ça fait quand même un bâtiment à 125 000 $. On rajoute les éléments, ça fait un bâtiment qui finirait à peu près à 210 000 $ pour un investissement, vu qu'on a beaucoup plus de ruches, de 70 $ par ruche d'investissement. Bon, il y en a qui voudraient savoir, ça coûte cher, les chambres d'opération. Si vous avez une chambre d'hivernage, ça doit coûter très cher d'opération, mais vous avez un peu ici, qu'est-ce que ça coûte en électricité, une chambre d'hivernage? Donc, en gros, ce que ça a besoin d'une chambre d'hivernage, le gros de la facture, c'est la réfrigération. Pendant le mois où ça travaille, 720 heures, à raison d'à peu près 10 watts par ruche, ça revient à environ 7,2 kWh par an. Et puis, la ventilation, pour les 4 autres mois, en fait, la ventilation elle fonctionne tout le temps. La recirculation, la ventilation, il y a toujours au moins le petit débit de ventilation continue qui fonctionne. Ça, c'est presque l'ensemble des heures. Ça va vous donner à peu près 2,9 kWh par an. Donc, au total, là, c'est 72 sous plus 29 sous, ça vous donne 1 pièce et 1. C'est ça que ça coûte, maintenir une ruche dans une chambre d'hivernage pendant sa durée d'hivernage. C'est pas nul, mais c'est pas quelque chose, c'est pas énergivore. OK? Là, ça m'amène à la conclusion, parce que j'ai lancé bien des chiffres. Je reviens encore avec des chiffres dans ma conclusion. Fait que, qu'est-ce que fait l'hivernage avec la réfrigération? Ben, ça permet, moi, je pense, une versatilité de l'entreprise avec une capacité d'entrer les ruches à une date que vous avez définie parce que vous avez la réfrigération. Souvent, on veut rentrer tôt. On annonce une bordée de neige, mais là, on les rentre peut-être un peu plus tôt à cause de ça. Mais on peut les rentrer tardivement. Moi, c'est ce que je préfère pour les vols de propreté. Mais ce que je veux dire par ça, c'est que vous êtes capable de gérer. Tandis que quand on est dehors, ben, on est aux conditions ambiantes et puis on est, règle générale, un petit peu moins performant pour l'hivernage. Bon, l'avantage de l'hivernage intérieur, ben, c'est qu'on est capable d'opérer dans la thermoneutralité de la grappe pendant les 5 mois de l'année parce qu'on contrôle parfaitement notre température durant tous les 5 mois d'hivernage. C'est quand même un gros investissement. Je l'ai noté, on l'a calculé un peu ensemble, 70 à 125. Mais il y a une chose, là, c'est que tous les apiculteurs ont besoin d'une chambre de conditionnement. Est-ce qu'on attribue les 70 à 125 $ d'investissement par ruche dans un calcul? Moi, j'aurais plus tendance à couper la poire en deux. Donc, quelque chose comme 35 à 63 pièces par ruche dû à l'hivernage. Son coût d'opération, bon, on le répète, 1 pièce et 1 par année, 1 pièce par ruche par année d'opération. Mais je vous dirais que juste ça, juste l'économie de sucre que fait une ruche qui est hivernée à l'intérieur, dans les 7 kg d'écart, ben, juste l'opération est déjà payée par la différence de sucre. Donc, ça m'amène à une petite
conclusion un peu économique vue par moi, ça peut être vu différemment, mais moi, je me dis, en gros, quand on se base sur les statistiques qu'on a vues au début, on a à peu près 2,3 % de plus performance de ruches en survie au printemps, quand on hiverne à l'intérieur. Mais moi, en considérant qu'une ruche, elle rapporte, selon l'ISQ, à peu près 405 de dollars bruts par année par an, ben, en réalité, ces pertes-là ou ce gain de ruche-là que vous avez quand vous hivernez intérieur, ben, ça nous amène à un délai de récupération, c'est-à-dire en 4 ans. L'investissement que vous allez mettre de 35 à 63 dollars par ruche, ben, vous allez le récupérer probablement en dedans de 4 ans. Fait que c'était ma petite conclusion économique qui est un peu simpliste, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. C'est plus, je pense que toute entreprise qui veut avoir des garanties de durabilité, je pense, moi, je suis un fervent de l'hivernage intérieur pour opter pour l'hivernage intérieur. Ça permet de gérer un petit peu mieux. Je trouve, par contre, qu'on a manqué de recherche dans ce domaine-là. Il y a des éléments qui ne sont pas encore clairs. Le taux de CO2 qu'on laisse fluctuer, mais ça ne semble pas avoir trop de problèmes. On a toujours utilisé à peu près la même température d'opération qui est 5 degrés C. L'humidité relative, c'est un autre élément qu'on n'a pas beaucoup travaillé. Moi, je pense qu'on a un bon frame, comme on dit, d'avoir une chambre d'hivernage. Maintenant, est-ce que c'est optimum? Il y aurait probablement encore du travail à apporter de ce côté-là. Travail qui, malheureusement, on n'a pas fait grand-chose. Ça conclut un peu ce que j'avais à vous dire là-dessus.